Retour sur le plateau de Regard Croisé depuis la première partie sur le plateau. Beau Soleil Obekou, député, président du mouvement Togo pour tous, Horus Donkovi, activiste panafricain sur le même plateau, et Georges Hérault, homme politique du parti politique clé. On parlait à l'instant, bien sûr, de coronavirus où Trump suspend tous les vols depuis l'Europe vers les États-Unis. Mais justement, je disais que ce qui m'étonnait, c'était le fait qu'il n'ait pas pris cette décision beaucoup plus tôt. Parce que on a vu la réaction chinoise, on a vu le balbutiement du côté de l'Iran, on a vu à peu près ce qui s'est passé après au niveau de l'Italie. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnel de la santé au niveau des États-Unis, justement, reprochent un peu ce laxisme du côté du président Trump, ainsi qu'un certain nombre d'informations qu'il divulgue et qui vont à contre-courant de la propagande qu'aimeraient émettre justement ces spécialistes au niveau des États-Unis. Donc, bon. Après, comme je le disais, Trump est un homme d'affaires et même si actuellement le coronavirus est déclaré comme étant une pandémie, c'est un homme qui, à mon sens, essaiera de tourner cela en outil stratégique. Mais il faut reconnaître quand même qu'au début de cette affaire-là, toutes les nations possibles avaient un peu négligé l'ampleur. Même on parlait de coronavirus, est-ce qu'on peut parler de la pandémie ou bien de l'épidémie? D'autres disent que non. Alors ce qui est gênant dans l'histoire de pandémie et d'épidémie, c'est qu'on a l'impression que ça donne l'aspect de plus une décision politique, politico-économique, une décision basée sur du rationnel. On avait déjà un certain nombre de pays qui étaient atteints, un certain nombre de morts. On a vu tout le déploiement au niveau de la Chine pour pouvoir... on parle de quoi? D'une agglomération de 50 millions de personnes au bloc, donc c'est pas rien. Donc il y a quelque chose qui est un peu vicieux dans le sens où il faille attendre un moment où on sent même que les gens se fourvoient dans l'explication pour dire oui, voilà, au final c'est plus une épidémie, on déclare que c'est une pandémie, ainsi de suite. Bon, toujours est-il que ce qui est gênant dans la réactivité face à... Alors, ce qui est gênant dans la réactivité, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des considérations fortement économiques qui dictent la façon dont on doit combattre ce virus. Maintenant, par rapport au laxisme qu'on a pu avoir, oui, ça peut se comprendre dans le sens où c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est un virus dont on n'a pas l'habitude, qu'on ne sait pas comment soigner, dont il n'y a pas de remède. Et d'ailleurs, je pense que ça peut sembler anecdotique, mais c'est étonnant parce qu'on a beaucoup communiqué sur la manière dont on devait se prévenir du coronavirus, mais à aucun moment on a essayé de communiquer sur les soins qu'il fallait apporter. Donc par exemple, quand on prend au niveau des États africains, on dit bien oui, voilà, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Bon, ce sont généralement des conseils qui sont assez faciles à organiser, mais par contre, on n'a aucune idée au niveau des populations. Soigner. Voilà comment ça se soigne, comment peut se passer une éventuelle quarantaine, quels sont les médicaments qui vont être apportés, quels sont les soins qui vont être apportés, ainsi de suite. Et quand on parle des cas qui ont été guéris en Europe, on n'essaie pas de spécifier comment le processus par lequel ces personnes ont été guéries. Donc, il y a toute une obscurité autour de cela et malheureusement, à cette obscurité-là, j'ai la sensation qu'on ajoute des considérations hautement stratégiques et voire géostratégiques. Beau Soleil, on va peut-être placer un mot et puis passer au sujet suivant. Oui, au fait, quelles que soient les mesures prises pour éradiquer ce fléau ou bien cette pandémie. Bon, finalement, c'est une pandémie. L'essentiel, c'est que l'on arrive à freiner l'évolution du virus pour que la population, la population mondiale puisse vivre en paix parce que nous avons la panique partout avec ce coronavirus et vivement que les gens prévoient que d'ici fin mars ou fin avril, que
ça serait la fin de cette épidémie, cette pandémie. On attend de voir et vivement que ça puisse, que les États puissent freiner l'évolution de ce virus. Georges, vous. Oui, moi je dis que c'est mieux qu'on soit ensemble pour éradiquer ce flux, parce que quand les gens commencent à prendre des mesures comme ça donne la panique au niveau de la population. On a comme l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, parce que les États-Unis, ce n'est pas un petit pays. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'autres moyens et que les populations seront laissées à leur propre compte. Donc, il faut pas donner l'impression comme si la maladie va faire en sorte que nous soyons dans la panique, etc. Merci. On va passer au second sujet, la Guinée d'Alpha Condé. Élection des experts recommande de rayer 2 500 000 personnes de nom des listes qui devraient être auditées par les experts de l'OIF entre-temps. Et il faut souligner qu'il ne s'agit donc pas du rapport qui a été dressé suite à une mission de la CEDEAO, mais plutôt d'une synthèse dans laquelle figurent les principales recommandations des experts. La principale concerne bien sûr les 2 438 électeurs enregistrés sans aucune pièce justificative. Du coup, la CEDEAO confirme là les doutes émis par l'Organisation internationale de la francophonie et recommande leur retrait pur et simple des listes électorales. Auguste, donc, quand vous suivez un peu l'actualité de la Guinée, qu'est-ce que ça vous dit? Surtout avec Condé, un opposant démocrate qui vient... C'est une actualité triste à cause de ce que représente la Guinée historiquement. La Guinée, c'est le pays qui dit non en 58 au général de Gaulle. C'est le pays de Sékou Touré, qui est un leader panafricaniste. C'est le pays vers lequel se rue toute une frange de l'intelligentsia africaine dans le but de secourir Sékou Touré et son administration, justement parce que la France tient à punir et à faire un cas d'école de ce pays-là, pour avoir refusé justement l'Union française de l'époque. Donc c'est triste d'avoir un pays comme ça qui a un passé magnifique, qui a un passé symbolique, qui a été... Maintenant, on le sait, il y a eu des opérations qu'on appelait Persil et tout ça, où on a essayé de saboter économiquement le pays. Donc, ça a été un retard, un processus de développement, comment dirais-je, qui a été saboté de façon stratégique. Ça, c'est démontré actuellement. Et c'est triste, justement, d'avoir quelqu'un qui a été au summum de la lutte, quelqu'un qui a connu la prison, qui a connu la répression, qui a été maintenant porté par le peuple guinéen aux fonctions de président de la République, donc qui est le premier employé de Guinée, et qui réprime autant, qui a autant de violence et qui est aussi inflexible quant à certaines choses aussi basiques que moi je dirais, comme le fait de dire si ou non il sera candidat, ou des questions d'ordre démocratique comme la liberté de manifester, la liberté d'expression. C'est vraiment dommage. Maintenant, après, si vous voulez, ça pose une question qu'on n'aborde pas souvent. Parce que très souvent, lorsqu'on a des processus démocratiques en Afrique, on pose la question du changement d'homme. Oui, cela peut se comprendre. Mais je pense qu'avant tout, ce dont il faut débattre, c'est le changement de système. Parce qu'en réalité, même si vous changez l'homme, tant que vous ne changez pas le système, vous êtes dans le même canevas. Donc par conséquent, je pense que quand on voit l'histoire de l'Afrique, si à un moment c'était considéré comme illusoire de pouvoir changer de leader, et que justement on a connu le parti unique, on a connu la dictature, on a connu un certain nombre de travers, je pense qu'à un moment on est
dans une approche où on peut changer d'homme, mais le système, la dynamique de développement, comment dirais-je, l'assujettissement face à une certaine conception du développement ou de l'économie reste la même. C'est un peu ça le problème. Quand par exemple, on a par exemple en Côte d'Ivoire, je vais un peu digresser, vous m'excuserez, mais si par exemple on prend le cas de la Côte d'Ivoire et que par exemple actuellement on dit M. Ouattara dit qu'il ne se présentera pas, tout le monde applaudit, il n'y a pas de problème. Mais cela ne change pas fondamentalement la manière dont il avait de gouverner, ou les engagements qu'il a pu prendre, ou les engagements qui vont être pris, ou le rapport à un certain système économique, ou le rapport au FMI ou à la Banque mondiale, ou le rapport aux multinationales. Est-ce que cela va changer qu'on appelle les perspectives des Ivoiriens les plus pauvres? On ne le dit pas. Quand on prend, pour revenir au cas de la Guinée, je me souviens que quand il y a eu le scandale, je ne sais plus si c'est avec Abbas ou bien avec le groupe Bolloré, mais alors ce qui était l'anecdote qui était particulièrement croustillante, c'était laquelle? C'est que apparemment, selon certains médias, Monsieur Condé était l'ancien camarade d'université d'un des protagonistes du port, et celui qui, mettons, l'a aidé financièrement de temps en temps est l'autre protagoniste. Donc, voilà, on a un homme politique, oui, qui a émis, voilà, qui a lutté, voilà, qui a porté un certain nombre de valeurs, mais il était avant même d'être élu, il était déjà dans un canevas et des perspectives de développement. Quelles sont? C'est pour ça, quand il y a les élections présidentielles, il y a une question que je pose souvent. Je dis, dans les années 90, il y a eu un Rubicon qui a été franchi, c'est celui d'accéder à la démocratisation. Est-ce que ceux qui se sont battus pour cette démocratisation étaient persuadés que 30 ans après, on retomberait dans les mêmes travers, c'est-à-dire qu'on retomberait dans la même manière de concevoir nos leaders, la même manière de concevoir nos partis, la même manière de faire nos campagnes, la même manière la même approche que nous avons par rapport à nos populations, et la même manière de ne pas aborder les débats de fond, parce qu'en réalité, lorsqu'on demande à un leader de définir ce qu'est son programme, c'est qu'on veut savoir si ce programme est réalisable, mais aussi on veut savoir dans quel système, dans quelle dynamique, dans quelle idéologie de développement il s'inscrit. Si la mode est de rentrer dans le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, il faut que les gens s'attendent au modèle que nous ont montré des pays comme le Brésil, comme l'Inde, comme les États-Unis, où vous avez des très riches, mais où vous avez des très très pauvres. On va écouter maintenant les hommes politiques sur la question où, après l'audit, il y a plus de 2 millions et quelques qu'on doit faire sortir de cette liste-là avant que ce soit les législatives ou le référendum comme Condé le voulait. Obekou, ça vous dit quelque chose? On vous voit dans l'opposition et vous dites, bon voilà, et puis finalement vous venez au pouvoir, basta. Au fait, ce qui se passe en Guinée, je crois par rapport aux élections, et, je vais rester d'abord dans le cadre de ces élections pour dire que le processus était lancé, il y a une date qui a été fixée, je crois, c'est le dimanche prochain que les élections devaient avoir lieu. Avant c'était le premier, reporté dans 2 semaines, et finalement ça ne peut pas. Ça ne peut pas parce que, entre-temps, les experts de l'OIF avaient audité le fichier électoral, c'est ça? Oui. Et ils ont trouvé qu'il y a des doublons et ils ont estimé les électeurs fictifs, entre guillemets, à 2,5 millions. Et je crois que ce qui se passe maintenant, c'est que tout le monde est conscient, chaque camp est conscient du fait que le cadre électoral doit être assaini pour que cette élection puisse être une élection sûre et
crédible, qui ne souffre d'aucune. Voilà. Malheureusement, ce que j'ai entendu dire depuis un certain moment, c'est que le processus était lancé, l'opposition, c'était une grande partie de l'opposition boycottait cette élection. Mais je ne sais pas si ce changement, ce report de date peut permettre maintenant à ceux qui se sont fait exclure de ce processus de pouvoir y entrer pour que ces élections soient une élection inclusive. Donc, si les experts ont trouvé que les 2 500 000 électeurs douteux doivent être sortis du fichier électoral, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et les deux parties doivent s'accorder à ce que ce fichier électoral soit assaini pour ne pas crier après sur la crédibilité de ces élections. Donc, au fait, pour revenir sur le parcours même du président Condé, comme vous l'avez dit, le président Alpha Condé a été un opposant qui a lutté pour l'alternance pour venir au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. Moi, je le dis souvent, la gestion du pays quand on est au pouvoir est très différente de la manière dont on voit cette gestion quand on est dans l'opposition. Donc je crois que les réalités du pouvoir ont amené le président, le professeur Alpha Condé a posé certains actes qui ont été critiqués. Lui qui se dit démocrate, qu'il a fait l'opposition près de 40 ans, quelles sont ces réalités qui peuvent le faire dévier de sa voie démocratique? Au fait, je n'ai pas trop à juger précisément des actes qu'il a posés, mais on a comme l'impression que peut-être que la liberté d'expression, de certains principes fondamentaux de la démocratie même manque au niveau de la Guinée sous sa présidence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit ce qui se passe, la Guinée a choisi la démocratie et c'est par la démocratie, au nom de la démocratie, que le président Alpha Condé est venu au pouvoir. Et je crois que la démocratie doit être poursuivie en Guinée et que les élections soient bien organisées afin que le peuple puisse s'exprimer et mettre au pouvoir celui que le peuple désire réellement. Jean Giraud, également, on dit qu'à part ces 2 millions et quelques de personnes dont on ne maîtrise pas vraiment si se sont enregistrés, c'est des doublons et ça, il y a 12 000 personnes qui se sont présentées avec de simples cartes d'étudiants et on doute même s'ils étaient vraiment des étudiants et s'ils ont également l'âge de voter. Oui, le seul fait que le professeur Alpha Condé voudrait organiser cette élection sans l'ouverture possible, parce que à son opposition et surtout à l'espace CEDEAO, vous n'êtes pas sans savoir l'autre fois la mission de la CEDEAO qui devait rencontrer le professeur Alpha et ses homologues et qui devait le rencontrer pour discuter de la crise guinéenne. Il a opposé un refus catégorique et donc il n'est pas ouvert. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, avec tout ce qu'on a réalisé, ou bien tout ce que les experts ont pu déceler, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que, si vous voyez, la Guinée, comme lui-même il dit, ils ont une constitution qui n'est pas adaptée à la réalité. Ils vont modifier la constitution. Il n'a pas encore dit qu'il va briguer le 3e mandat. Il est, en quelque sorte, il passe sous silence le fait de manifester ou bien de vouloir briguer le 3e mandat. Mais aujourd'hui, au lieu d'accepter, comme le cas du Togo, vous voyez, quand il y a eu une crise, le président de la République a fait quoi? Il a fait appel à la CEDEAO de venir. Parce que quand vous avez toujours un problème
En Afrique, généralement, vous appelez le troisième personne qui vient comme intermédiaire, qui résout le problème. Mais le professeur Alpha Condé a refusé cette demande de bon office de la CEDEAO, mais qui persiste dans son entêtement et qui veut organiser l'élection coûte que coûte. Entre-temps, l'OIF même a claqué la porte et on voit aujourd'hui ce qui se passe. Et donc, il doit normalement accepter qu'on puisse assainir le cadre électoral, qu'on remet le jeu à sa place, que les critères sur lesquels on doit enregistrer soient acceptés par tous. Et si possible, normalement, ce n'est pas la CEDEAO de lui demander la médiation ou bien d'intervenir, mais plutôt c'est au professeur Alpha Condé d'appeler ses pairs de venir. Dans le cas du Togo, il était médiateur. Et là, ça a permis que la crise togolaise soit quand même, avec l'ouverture de ceux qui sont au pouvoir, de résoudre. Et dans ce temps, en 2018, la crise togolaise. Donc aujourd'hui, il faut qu'il permette l'ouverture. Il faut que le jeu, les critères d'enrôlement, de recensement soient acceptés par tous. Si c'est des cartes d'étudiants, si c'est des naissances, au Togo, il y a même les chefs qui sont là et qui peuvent accepter ou bien qui peut témoigner que tel est de notre contrée, qu'il est du village, effectivement, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la pièce d'identité quand même. Donc, il faut que les critères soient définis, acceptés par tous, et là, le jeu va être transparent. Horus, donc, pourquoi ça tient à cœur à Alpha Condé quand on sait qu'il est au soir de son dernier mandat? Il faut faire coûte des élections, il faut faire un référendum pour retoucher la Constitution, il faut faire les législatives dans la précipitation, tout ça là. Pourquoi ça là en tant que démocrate qu'il se dit ça, il faudrait voir, à mon sens, il faudrait voir du côté des... Peut-être il faudrait... disons, la personne qui pourrait le mieux analyser ce phénomène, ce serait un constitutionnaliste. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on se focalise beaucoup sur les hommes. On ne se focalise pas sur le système. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara dit qu'il part, mais il changera la Constitution. Par contre, on ne sait pas, on n'a pas eu de débat sur de quoi l'on parle dans ce changement de constitution. Ceux qui ont marché à Abidjan justement contre le changement de cette constitution, on les a enfermés. On a ramassé les gens, on les a enfermés. En Guinée, c'est la même chose. On nous parle de changement de constitution avec un chef d'État qui est résolu à ne pas dire s'il se présentera ou pas. Donc même l'issue de son dernier mandat n'est pas certaine. Donc on est dans une situation d'instabilité constante. Alors, ce changement de constitution, il va porter sur quoi? Il va aller au bénéfice de qui? Il va aller au bénéfice de quoi? Et qu'est-ce que cela va entraîner ensuite? Le constat général, c'est quoi? C'est qu'au final, sur le continent africain, tout le monde change la constitution. Le vice de cette histoire, c'est que lorsque l'on débat sur le changement de constitution, on ne s'intéresse qu'aux questions ayant rapport à l'élection présidentielle et à l'élection des élus. Mais, étonnamment, on ne s'intéresse pas à toutes les autres questions. Et elles peuvent avoir des conséquences très graves. Si on change, par exemple, les lois sur le foncier, les lois sur la propriété intellectuelle, les lois sur l'agriculture, les lois sur le programme éducatif, les lois sur le sanitaire, les lois sur la libre circulation des biens, des personnes et même des échanges. Tout cela, on n'en parle pas. Donc, à la fin, parfois, mettons que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de diversion. Parce qu'au final, ce que l'on a dans les États africains, je ne dis pas que les questions d'élections présidentielles ou municipales ou législatives ne sont pas importantes. Je dis qu'on est rentré dans un système vicieux où pendant 5 ans, on ne parle que d'élections. On est dans des élections permanentes.
on est dans des processus électoraux permanents. Et du coup, on ne traite pas des questions d'intérêt général, comme par exemple la santé, l'éducation, les infrastructures, leur pertinence, la propension à un pays de s'élever, le soft power d'un pays, ainsi de suite. On n'en parle pas. Et ça fait que, si vous voulez, je sais pas, mais moi personnellement, quand je constate l'état de certaines choses et que je les compare à ce qu'il y avait il y a 20 ans, 25 ans structurellement, je vois pas trop où se situe le changement. Il y a une modernisation, mais il n'y a pas un changement radical dans le processus, dans la manière de penser des gens, dans la manière de se projeter des gens. Donc le problème avec cette élection au niveau de la Guinée, on parle de 2,5 millions, on parle de 2 semaines. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'on peut vraiment toiletter? Est-ce qu'on peut vraiment réactualiser toute une liste? 2 millions de... Bon, on prend, je sais pas comment, on prend une liste et puis on commence à raturer 2,5 millions de personnes. Justement, une question qui voilà, demeure... Et là, par exemple, quand il y a ce genre de choses, Oui. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça renvoie à la pertinence intellectuelle de toute une population. C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme si on se moquait de toute une population. Bon. Les intellectuels guinéens, et Dieu sait qu'il y en a, ils sont pleins. S'ils veulent faire ce processus, et je le disais même pour le Togo, s'ils veulent faire ce processus sans encombre, sans une goutte de sang, dans la clarté la plus limpide, ils peuvent le faire. Merci. On va devoir marquer la pause Info la Grande, bien sûr, et on revient dans une dizaine de minutes pour parler largement du Togo dans les 2 dernières parties de ce rendez-vous Regard croisé.